la fin de l'atelier de formation des gestionnaires des aires protégées et gardiens des APAC de la République démocratique du Congo qui s'est tenu du 3 au 5 septembre 2024, nous recevons Florence Pala. Bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Vous êtes vice-présidente WCPA, c'est bien comme ça que ça se prononce? Oui, ça c'est en anglais, donc je suis vice-présidente de la Commission mondiale des aires protégées pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est une commission de l'UICN. Mais pas que ça, vous êtes également coordonnatrice de la cellule technique du projet OFAC-CE et appui à l'observation des forêts d'Afrique centrale. C'est à juste titre d'ailleurs que vous avez contribué en tant que formatrice à la formation des responsables des APAC et aires protégées de la RDC. Déjà, j'ai échangé avec quelques bénéficiaires de la formation qui m'ont affirmé avoir compris la nuance entre aires protégées, APAC et AMCE. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ces thèmes techniques-là? Le point central, effectivement, puisqu'on s'était rendu compte qu'il y avait une confusion entre APAC et AMCE. Je pense que pour les aires protégées, donc ça c'est vraiment les premiers territoires de conservation, mais APAC et AMCE, il y avait une confusion et nous pensons que à la fin de la formation, ils ont bien compris qu'effectivement les AMCE étaient identifiés à partir de critères. Et ça, c'était important de savoir qu'en fait, l'AMCE doit vraiment tenir compte des 8 critères et des 3 étapes pour être déclaré potentiel ou alors déclaré définitivement comme AMCE. Et quels sont ces 8 critères-là? Donc, le premier critère, justement, c'est de ne pas être une aire protégée. Donc ça, je pense qu'ils ont compris que pour que ce soit une AMCE, ça ne doit pas être une aire protégée. Le deuxième critère, c'est il faut que l'espace ou le site identifié soit susceptible d'avoir une biodiversité. Le troisième critère, il faut que cet espace soit délimité, donc ce soit un espace géographique bien défini. D'accord. Le quatrième critère, c'est une biodiversité qui est confirmée, donc il faut qu'on sache au moins à travers des inventaires ou des études de façon spécifique quel type de biodiversité. Le cinquième critère, c'est tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion. Gouvernance, c'est-à-dire que quelles sont les parties prenantes, pas seulement les communautés autochtones, mais aussi ça peut être des organes avec le gouvernement, l'État et autres parties. Et la gestion de l'aire du site, on s'assure qu'effectivement la biodiversité qui contient le site peut être suivie de façon pérenne. Le sixième critère, c'est la conservation in situ. Donc effectivement, comme on est autour de communautés, de vérifier si par exemple ces sites sacrés, forêts sacrées, voilà, ou des savoirs ou autres conservations vraiment dans le site, que ce soit assuré. Le critère 7, c'est l'impact à long terme. Donc, on leur a fait comprendre qu'on ne crée pas une AMCE juste pour un jour, un mois, une période. Il faut vraiment que ce soit créé de façon à ce que ce soit pérenne. C'est pour ça qu'on leur a dit que c'était volontaire. Ils ne sont pas obligés de s'engager dans le processus. Et enfin, le critère 8, c'est l'équitabilité. Donc, voilà les 8 critères. Très bien. Alors, que dit l'objectif 30-30 de façon terre à terre? Alors, de façon simple, le 30-30, c'est 30% de l'espace terrestre et marin, mais c'est au niveau global. Donc, au début, je pense que beaucoup de pays, de nos régions pensaient que c'était 30% national. Non, c'est 30% global, air terrestre, air marine, inclus les AMCE, puisque nos pays ne veulent plus créer d'autres aires protégées. Et quel est le lien entre cet objectif-là et la cible 3 du CMB? Et justement, dans la cible 3, beaucoup de le target 3, c'est que dans cette cible, on se focalise sur les justement aires protégées, aires marines protégées et ou les autres mesures de conservation. C'est pour ça que cette cible est une des cibles qui contribue à l'atteinte du 30-30. Et comme il y a cet fort accent
sur les autres mesures de conservation efficaces en alternative à la création d'autres aires protégées, vous voyez qu'il y a une forte mobilisation des différents partenaires et qu'il y a un fort appui, un engouement aussi des pays à vraiment à mettre en œuvre ce processus. Comment est-ce qu'on reconnaît les territoires autochtones et traditionnels tout en protégeant les aires protégées, puisque c'est une tautologie? En protégeant, je vais dire, les territoires aussi importants, puisque c'est ce que dit justement la cible 3. Est-ce qu'il faut mettre en place une politique intégrée de gestion des aires protégées et des AMCE? Effectivement, un des critères, quand on parle du critère 5 de la gouvernance, ça implique justement quelle politique existe, que dit la loi en fonction des pays et du contexte. Donc en fonction des législations, peut-être qu'il y a déjà une terminologie qui peut être directement rattachée à AMCE, ou alors il faudrait voir est-ce qu'il y a d'autres lois qui pourraient justifier plus facilement que les AMCE soient endossés au niveau national, puisque de toutes les façons, l'autorité compétente reste l'État qui a cette responsabilité de pouvoir confirmer ou pas qu'un territoire doit être AMCE. Alors, les gardiens que j'ai interviewés m'ont dit qu'il y avait, avant cette formation-là, une sorte de conflit, une sorte d'incompréhension dans la gestion des APAC avec l'ANAPAC et les autres structures gouvernementales pour la protection des espaces importants. Il se pourrait que les responsables des différentes zones protégées ne se comprenaient pas, et il se pourrait aussi qu'il s'avérait à leur niveau que c'est en fait des territoires différents qu'ils protégeaient. Donc après la formation, ils ont dit qu'ils ont compris en réalité que c'est la même chose, c'est le même travail qu'ils font. Comment est-ce que vous percevez cela, que ce soit sur le même territoire, mais qu'il y ait quand même de ces conflits-là? Est-ce que vous pensez que c'est dû à une mauvaise communication, ou comment est-ce que vous expliquez cela? Vous avez répondu en partie. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait l'Institut congolais de la conservation de la nature qui a la charge justement de gérer les aires protégées, et nous avions l'ANAPAC qui est une association pour justement tous ces aspects de territoire de vie, et on avait aussi des organisations non gouvernementales ou autres initiatives qui appuient les pays pour justement cette atteinte de l'objectif 30-30. Et on a bien compris qu'il manquait ce dialogue, il manquait cette conversation et ce partage pour qu'ensemble, en fait, ils puissent identifier de potentiels AMCE. Parce que ça ne peut pas se faire juste à NAPAC, parce que ce sont les territoires avec la défense des peuples autochtones, ou d'un côté le privé, d'un autre côté l'institution en charge des aires protégées. Et je pense que le premier jour, il y avait vraiment beaucoup de positions en chien de faïence, mais à la fin, il a été recommandé de mettre en place des groupes de travail intersectoriels et d'aller même au-delà, en fait, du secteur de la conservation, puisqu'on parle des lois, on parle de la pérennité des finances. Voilà, il faut sortir vraiment de son sillot conservation ou forêt, quoi. Madame Pala, dans quelle mesure la conservation durable des territoires traditionnels des peuples autochtones respecte-t-elle les droits de ces peuples et de leurs communautés? De toutes les façons, les territoires de vie, comme ils les appellent, sont déjà gérés par les peuples dits autochtones. Ce sont les communautés qui y vivent et dont la ressource est importante pour elles. Donc, ils ne vont pas la détruire, ils vont chercher à la protéger. Le problème, c'est peut-être les pseudo-conflits qu'il peut avoir parce que ils sont territoires de vie, mais ils sont dans un état. Et le grand constat aussi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il manque une vulgarisation des textes. Donc, souvent sur le terrain, ils sont pas au courant de l'existence de certains textes. Et ils ont toujours l'impression que on leur refuse des droits, alors qu'il y a des lois qui sont déjà promulguées, qui peuvent être en leur faveur. La loi n'est pas en défaveur, mais il faut déjà connaître la loi. Donc ça aussi, au-delà du manque de dialogue entre les différentes parties prenantes, il y avait ce besoin de vulgariser sur le terrain les textes, quoi. Mais un responsable de l'ANAPAC m'a dit aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de loi qui protège les APAC en RDC à part ces lois-là qui reconnaissent les peuples autochtones. Mais c'est déjà une grande avancée, comment on dit, une avancée significative. Quand on sait qu'ailleurs,
au niveau je parle bien de certains autres pays où il n'y a pas cette loi. On sait tous que la RDC, justement, a eu cette loi qui avait été saluée, vraiment enchantée tout le monde, qui est cette loi en l'endroit des peuples autochtones. Maintenant, comme je l'ai dit au début, il y a 8 critères. Alors, il faut suivre ces critères. Et au niveau du CLIP, qui est le consentement libre et informé de ces populations, il faut justement vérifier est-ce qu'elles sont d'accord pour que leur site ou leur territoire de vie soit AMCE, ou alors elles préfèrent rester APAC, sachant qu'il y a déjà, en particulier en RDC, ce qu'ils appellent les CFCL, qui sont considérés, confirmés comme étant APAC. Donc en fait, ce qui a été dit, c'est que s'il y a déjà un statut pour ce qu'eux ils appellent les APAC, ils ne sont pas obligés de passer d'APAC à MCE. Il doit avoir d'autres territoires à identifier comme AMCE sur la base donc, du processus que j'ai listé des 8 critères. Ok, alors à votre avis, est-ce que c'est réaliste d'envisager une conservation durable des aires protégées et des AMCE avec tous les enjeux climatiques dont est victime la planète Terre aujourd'hui? Si oui ou non, pourquoi? Alors d'abord, moi je dis oui, parce que les enjeux climatiques, j'avoue que les catastrophes qui arrivent et qu'on voit partout dans le monde, ça c'est vraiment, nous vivons avec la nature, elle se manifeste. Mais pour parler de la protection, qui est l'autre sujet, c'est pas le changement climatique qui va faire en sorte qu'on ne mette pas un effort, par exemple, pour identifier les AMCE. Avec ou sans changement climatique, là, la raison du Target 3, c'est pouvoir identifier des zones de conservation en plus pour contribuer au 30-30. Donc, je pense pas que ce soit le défi du changement climatique qui va empêcher. Au contraire, ça doit motiver tout le monde de pouvoir avoir des espaces de conservation, c'est important. Sauf que, comme je l'ai dit, il y a des préalables, et en particulier tout ce qui a trait à la législation, tout ce qui a trait aussi à la pérennité, et puis connaître un peu son territoire pour savoir est-ce qu'il répond vraiment à ces critères. Moi, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il faut mettre de l'énergie sur un processus dont on n'est pas sûr qu'il va pouvoir être pérenne? Mais ça, c'est au-delà du changement climatique. Ça, je pense que identifier une zone de conservation, c'est au-delà du changement climatique. Donc, oui, il faut qu'on fasse un effort et il faut bien identifier ces zones. Je crois que moi, je suis plutôt pour cet engagement, cette énergie et d'essayer de bien faire les choses. À l'issue de cette formation, après les échanges avec ces responsables des zones protégées, quels sont selon vous les défis liés à la préservation des espaces protégés en RDC? Alors l'RDC, c'est un vaste territoire, sans même qu'on entre déjà dans l'identification des AMCE. C'est plurisectoriel, plusieurs acteurs. Et donc c'est quand même un challenge, vraiment un défi de pouvoir mettre en place ces AMCE, surtout que nous sommes souvent sur des territoires avec d'autres conflits qui nous dépassent et qui peuvent avoir un impact, j'ai failli dire positif ou souvent négatif, sur les efforts de conservation. Très bien. Est-ce que cette formation, elle est donc la bienvenue? Est-ce qu'elle doit se pérenniser? Oui, tout à fait. Une des recommandations d'ailleurs, c'était qu'ils puissent mettre en place des groupes de travail pour poursuivre, parce que c'est un suivi en continu. On peut pas juste se dire que on a acquis des compétences ou on maîtrise un processus. Donc, on leur a vivement recommandé de mettre en place des groupes thématiques et de se rapprocher de l'Institut congolais de la conservation de la nature pour justement faire bloc, qu'ils réfléchissent ensemble. Très bien. À l'issue de l'atelier, quels conseils pratiques est-ce que vous donnez aux gestionnaires des aires protégées et gardiens des APAC de la République démocratique du Congo? Mais d'appliquer concrètement ce qu'ils ont retenu et en particulier sortir des salles pour aller sur le terrain, parce que ce n'est pas en salle qu'ils vont pouvoir identifier ou reconnaître des AMCE. Ils ont l'obligation d'aller sur le terrain, récolter de l'information pour s'assurer qu'au moins ils ont les informations sur le site, ce qui va vraiment aider le dialogue d'abord avec les communautés et puis ensuite boucler le processus. Un mot de la fin? Vivement au moins une AMCE en RDC qui ait rempli tout le processus. Donc nous sommes en 2020
24. Oui. Le 30-30, c'est 2030. Donc, je pense que d'ici quelques mois, on va y arriver. On va entendre parler des AMC en RDC. Merci beaucoup à vous, Madame Florence Bala. C'est un plaisir d'avoir fait cet échange avec vous. Je vous remercie.